Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va traiter du chapitre « Pourquoi la puissance publique intervient-elle dans la régulation des économies contemporaines ?» En 2015, l'IFOP, Institut français d'opinion publique, a publié les résultats d'un sondage sur le rapport des Français avec le libéralisme. Il apparaît que pour 58% des personnes interrogées, l'État devrait intervenir davantage en matière économique, soit 4 points de plus que l'année précédente. Par exemple, pour une majorité de Français, des activités comme l'éducation, la santé, les transports et d'autres devraient être assurées par le secteur public. C'est que l'État, et plus généralement la puissance publique, jouent un rôle important dans nos sociétés contemporaines. Que faut-il entendre par puissance publique ? Ce terme très large regroupe l'État bien sûr, c'est-à-dire les administrations centrales, les collectivités territoriales, les régions, les départements, les municipalités, les administrations de sécurité sociale, telles que l'assurance vieillesse, l'assurance maladie, l'assurance chômage et les allocations familiales, et enfin les institutions européennes. Ainsi, selon ce document de l'INSEE en 2014, l'ensemble des administrations publiques ont prélevé 44,9% des richesses produites sur le territoire, et leurs dépenses représentaient 53,5% du PIB la même année, toujours selon l'INSEE. Pourquoi les pouvoirs publics occupent-ils une place si importante dans notre économie ? Nous verrons en premier lieu que l'activité économique peut générer des déséquilibres graves et que certains dysfonctionnements inhérents au marché doivent être corrigés, raison pour lesquelles la puissance publique est amenée à intervenir. Nous verrons ensuite la façon dont elle opère pour réguler, c'est-à-dire contrôler l'activité économique. Commençons par les déséquilibres et les dysfonctionnements à corriger. Ces déséquilibres, qui seront étudiés en détail dans une prochaine vidéo, se produisent sur le marché des biens et services. La variation de la demande par rapport à l'offre peut entraîner non seulement des variations de la valeur interne de la monnaie, mais également des déséquilibres importants du solde extérieur. Ce graphique permet de montrer les conséquences des variations de la demande globale sur la valeur interne de la monnaie. On y retrouve les courbes d'offre et de demande, ainsi que l'équilibre initial P étoile, Q étoile. Si la demande globale augmente, alors que l'offre reste inchangée, cela provoque une augmentation généralisée des prix, donc de l'inflation. L'effet est évidemment inverse si la demande globale diminue. On assiste alors à une baisse généralisée des prix, soit de la déflation. Par ailleurs, si la demande globale augmente trop vite, les producteurs résidents n'auront peut-être pas le temps d'augmenter leur capacité de production. Et les agents devront se tourner vers des produits importés pour satisfaire leurs besoins, ce qui est susceptible de détériorer le solde extérieur. Sur le marché du travail, le chômage résulte bien sûr d'un déséquilibre entre l'offre et la demande de travail. La puissance publique intervient donc dans l'activité économique pour réduire ces déséquilibres. Le marché rencontre également certaines limites. Par exemple, le marché envoie dans certains cas un mauvais signal aux agents économiques. C'est le cas par exemple lorsque certaines activités génèrent des externalités, qu'elles soient positives ou négatives. Par exemple, nous avons vu que la pollution engendrée par certaines entreprises constituait une externalité négative dans la mesure où elle engendre un coût pour la collectivité, coût qui n'est pas intégré au calcul de l'entrepreneur. Dès lors, ces coûts de production sont inférieurs à ce qu'ils devraient être et l'entreprise produit plus que le niveau optimal pour la collectivité. La puissance publique doit donc modifier le calcul de l'entrepreneur dans ce cas. On sait également que certains besoins pourtant essentiels ne peuvent être satisfaits par le secteur privé, car ces agents n'auraient aucun intérêt à financer les biens ou les services correspondants. C'est le cas par exemple des biens collectifs. Si l'on prend l'exemple bien connu du phare, on comprend bien qu'aucune entreprise n'a intérêt à financer sa construction, car le service qu'il rend n'est ni exclusif,
Il est impossible d'empêcher les bateaux qui n'auraient pas payé de voir le phare, ni rival, un bateau voyant le phare n'a aucun moyen d'empêcher les autres d'en profiter. Quel armateur serait prêt à payer pour un tel service? Pourtant, le phare rend un service essentiel. Sa construction doit donc être financée par des fonds publics. Enfin, le marché est générateur d'inégalités. La satisfaction des besoins n'y est assurée que pour la demande solvable, c'est-à-dire pour les agents qui sont en mesure de payer le prix correspondant aux biens ou aux services désirés, ce qui pose évidemment le problème des inégalités de revenus. Autant de raisons qui justifient là aussi l'intervention de la puissance publique, qui a trois fonctions principales. Ces fonctions sont l'allocation, la répartition et la stabilisation. L'allocation des ressources consiste à diriger certaines ressources rares vers des activités jugées essentielles. L'État peut alors devenir lui-même producteur de services, par exemple, ou bien inciter les agents à produire des biens ou des services spécifiques. La répartition des revenus a pour objectif de réduire certaines inégalités et d'assurer un certain niveau de solidarité nationale. Elle agit aussi bien au niveau de la répartition primaire des revenus qu'à celui de la redistribution. Enfin, la puissance publique remplit une troisième fonction, qui consiste à orienter l'activité économique en agissant sur la demande globale, soit en l'encourageant, soit au contraire en la restreignant de façon à éviter certains déséquilibres, ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Voyons à présent comment l'État remplit ces trois fonctions. La puissance publique dispose de deux moyens d'intervention. Les mesures budgétaires d'abord permettent de modifier les ressources des agents économiques par les prélèvements obligatoires et les revenus issus de la dépense publique. C'est le cas par exemple de l'institution d'un système de bonus-malus pour l'achat de véhicules neufs. Il s'agit de renchérir le prix des automobiles les plus polluantes et au contraire de baisser le prix de celles qui le sont le moins. De cette façon, les agents économiques devraient être incités à acheter les véhicules les moins polluants. Les mesures réglementaires ensuite, l'État peut inciter ou contraindre les agents à adopter des comportements plus adéquats, dans le sens de l'intérêt général. C'est le cas par exemple des lois sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La puissance publique joue donc un rôle très important dans la régulation des économies contemporaines. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment le budget de l'État permet d'agir sur l'économie et quelles sont les politiques conjoncturelles qui sont susceptibles d'être utilisées pour réguler l'activité économique.